Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon DP continue, le balado de développement professionnel du cadre 21. Mon nom est Maxime Pelcha et dans le cadre de notre série thématique « Pourquoi devrais-je m'intéresser à ?», je porte ici un regard sur le potentiel pédagogique de l'IA générative. J'ai eu le plaisir d'en discuter avec Simon Duguay. Simon est tout d'abord enseignant d'éducation aux médias à l'École secondaire de Rochebelle à Québec. Il est également chargé de cours en didactique des sciences à l'Université Laval et conférencier en technologie éducative. C'est aussi lui qui a lancé le groupe Facebook ChatGPT et IA en éducation à la fin de 2022, une petite initiative de partage d'expertise sur cette nouvelle patente et un groupe qui compte aujourd'hui plus de 7700 membres partout dans la francophonie. J'ai profité des installations de notre super communauté Balado Pédago à la COPS pour m'asseoir avec lui et échanger sur le sujet. Je vous invite à prendre place avec vos écouteurs pour suivre notre discussion dans le cœur de l'action de ce grand colloque. Partir en congrès sur la route et prendre de ce précieux temps de semaine-là, c'est ça qui est le fun, c'est de pouvoir voir des gens en présence, prendre le temps de jaser. Puis, grâce à la communauté de Balado Pédago, ben là, on a un espace dédié à ça au colloque de la COPS 2025. Et j'ai attrapé au vol Simon Duguay pour venir discuter avec moi pendant quelques minutes. Merci, Simon, de te prêter à l'exercice. Ça fait plaisir. Bonjour. Oui, bon, et puis garde, sans surprise, ceux qui te connaissent, ben, c'est de dire que, bon, pour moi, ils vont parler d'IA. Non, on n'est pas aujourd'hui pour parler des coupes de cheveux à la mode? Non. Ça peut être pour un autre congrès. Ah. Congrès capillaire. Mais non, j'avais le goût de discuter avec toi. Puis garde, je te mets le contexte, puis ça servira aussi un peu de mise en contexte pour ceux qui nous écouteront par la suite. C'est quand on a eu la révolution ChatGPT qui a été mise en disponibilité pour tout le monde. Ça a créé un onde de choc là, très rapidement en l'espace de quelques semaines. Puis moi, comme qui m'occupe de faire de la veille au cadre 21, puis qui est réseauté aussi du côté de l'enseignement supérieur, j'ai vu des vagues immenses arriver de l'enseignement supérieur. Et je me souviens d'une discussion balado que j'ai eue avec Yves Mon. Oui. Qui est au collimateur de l'UQAM. Oui, c'est ça. Puis qui avait animé un panel de discussion à la semaine de la formation à distance. Il était propulsé par Fadio, à propos de, justement, là, les impacts de cette arrivée un peu spéciale. Puis on était là, comme un peu tout collés avec nos nouvelles découvertes, puis c'est quoi le potentiel, qu'est-ce que ça pourrait faire, le potentiel transformateur. Après quelques mois, j'ai travaillé avec une collègue, Amélie Bélanger, du récit de l'enseignement privé, pour reprendre un peu comme à la façon de notre système d'éducation québécois, quelque chose un atelier qu'elle avait vu au grand congrès de ISTE aux États-Unis sur des 5 bonnes pratiques pour intégrer l'IA dans son milieu. Puis là, on parle vraiment d'un processus d'équipe pour amener ça. Et on en a fait d'ailleurs une discussion balado qui est inclus dans notre série balado et qui est également une assise de notre auto-formation Leadership IA. Et là, on était dans des premières réflexions de dire comme, OK, si un coup qu'on a exploré en équipe, qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer une intégration qui va à plus large échelle dans notre milieu? Mais ça fait déjà un an, puis c'est comme dans le domaine de l'intelligence artificielle, un an, c'est... Une éternité. C'est une éternité. Exact. Il s'est passé plein d'affaires. Puis c'est pour ça que j'avais le goût de faire le point avec toi aujourd'hui. Puis j'aurais le goût de te renvoyer la question. Toi, là, dans le fond, depuis ce tsunami-là, qu'est-ce que tu as vu comme étape qui s'est passée? Parce que tu as été beaucoup impliqué. On pourrait même dire que tu as été propulsé en dehors de ta classe pour jaser de l'IA. Moi, si c'était pas de ChatGPT, merci OpenAI d'avoir changé ma carrière. Mais effectivement, c'est un peu ça qui s'est passé. Mais si tu te rappelles, quand ChatGPT est sorti au début, là, c'était quoi? Le tsunami, c'était sur quoi? C'était sur le fait d'avoir une génération de textes en l'espace de quelques instants sur des choses qui pouvaient avoir de l'air d'une question complexe et la réponse devient instantanée. Moi, dans mon souvenir, c'était ça. Puis tout le monde faisait « Oh! » Fait que autant avec des niaiseries
qu'avec des affaires, justement, de beaucoup plus soutenues, beaucoup plus complexes, puis de faire que, oh. Oui. En fait, on s'est rendu compte collectivement que soudainement, on était capable d'avoir une technologie qui était capable de faire quelque chose que l'on croyait fondamentalement humain. Mais la première vague qui est arrivée, là, c'était beaucoup l'évaluation des apprentissages. Oui, c'est ça. Le robot peut faire la tâche que je demandais à mon élève normalement. Puis tu dis, bon, c'est quoi qui s'est passé là, dans les dernières années? Si on fait un retour là-dessus, la première année, c'était beaucoup ça. On se questionnait sur l'évaluation des apprentissages parce que soudainement, il y avait quelque chose qui pouvait le faire à la place de nos élèves. Mais en même temps, je dis ça, puis ça arrivait avant, dans le sens que on avait des élèves au secondaire qui utilisaient l'aide de leur grand frère qui étudiait en histoire pour faire leurs travaux d'histoire, puis ils les aidaient. C'est juste que c'est pas tout le monde qui a un grand frère qui étudie en histoire, c'est tout le monde qui a accès à ChatGPT, par contre. Donc, c'est venu démocratiser un peu ça. Mais dans la première année, on était beaucoup ça, dans l'évaluation des apprentissages. C'est ça, je disais qu'en enseignement supérieur, ça a été un tsunami, parce que tu as raison, il y a beaucoup de tâches classiques et traditionnelles qui étaient demandées dans un contexte collégial et universitaire, de dire comme, là, on a un outil informatique qui fait ça aussi bien que la moyenne des étudiants. Oui, effectivement. Les premiers articles de journaux, ma première intervention médiatique, c'était dans un article, je me rappelle plus le titre exact, mais c'était genre ça, là, une machine fait une onde de choc dans les écoles, ou je pense que la machine à tricher est arrivée, quelque chose de même. Là. Oui. Mais on était beaucoup là-dessus dans la première année. Mais en même temps, si on repense avec le recul, ChatGPT n'était pas si intelligent que ça à l'époque. C'était bien, là, c'était vraiment fort pour ce qu'on connaissait avec le recul. Mais au secondaire, c'était un enjeu parce que, bon, au secondaire 2, secondaire 3, 4, 5, c'était capable de faire ce qu'on lui demandait. Fait que dans la première année, on était beaucoup là-dedans. Puis plus ça avançait, plus on s'est commencé à se demander comment est-ce que nous, comme enseignants, on peut l'utiliser. Parce que c'est peut-être pas l'ennemi, finalement, l'IA. Il y a peut-être des choses intéressantes qui peuvent être faites avec ça. Fait qu'on... Il y a beaucoup de formations qui ont eu lieu là-dessus dans la deuxième année. Là. Fait qu'on parle de, mettons, l'année 2024, l'année de calendrier. On était beaucoup là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Comment est-ce qu'on peut bien l'utiliser aussi? Parce que plus on en parlait, puis plus on s'est mis à parler, des fois, il y a des billets. À un moment donné, on s'est mis à parler de sobriété numérique aussi, qu'on abordait moins dans les premiers mois après l'arrivée de cette technologie-là. Donc, je pense qu'il y a une conscientisation qui s'est faite. Éventuellement, il y a le guide du ministère qui a été publié là, pour l'utilisation pédagogique, éthique et légale de l'IA qui est sorti automne 2024. Effectivement, au mois de novembre. Guide qui était très attendu et qui, en fait, ouvrait la porte à ce qu'on puisse en faire une utilisation dans les classes. Là, j'ai l'impression que la réflexion est rendue là, qu'on est en train de réfléchir tranquillement à, maintenant qu'on n'a pas, je ne dirais pas réglé la question de l'évaluation, mais maintenant qu'on s'est repositionné par rapport à cette question-là, maintenant qu'on a commencé à voir comment le personnel est capable de l'utiliser, bien là, on peut se poser la question, comment est-ce qu'on peut amener ça en classe, pas pour être une énième technologie qu'on fait utiliser pour strictement, juste parce que c'est drôle puis parce que c'est à la mode, mais vraiment comment est-ce qu'on peut s'en servir de manière intelligente pour amener nos élèves plus loin. Je pense que c'est ça la question qu'il faut qu'on se pose tranquillement. Je ne dis pas que c'est tous les endroits qui sont rendus à se poser cette question-là. Il y en a qui sont à l'avance, il y en a d'autres que non. Mais j'ai l'impression que parmi ceux qui cogitent beaucoup à la question, là, on est rendu là. Qu'est-ce qu'on fait pour bien le faire, pour pas que ce soit superficiel, pour pas que ça soit une béquille non plus auprès des élèves? C'est pas ça qu'on voudrait, là. Mais je pense qu'on est rendu là. Fait qu'on est passé de l'évaluation, c'est un problème, à, finalement, c'est peut-être pas si pire que ça, on peut s'en servir nous-mêmes, à, si nous, on est capable, est-ce que les élèves pourraient aussi? On se pose la question. Parce que, est-ce que tu vois qu'il y a un enjeu qui se présente maintenant qu'il y a une masse critique assez importante dans l'écosystème scolaire, qu'il soit en éducation ou en enseignement supérieur, qui s'est aperçu du potentiel possible. Oui, effectivement, là, des défis puis des dangers là, qui peuvent poindre également, que là, on a un défi de cohésion. Comment, maintenant que la boîte de Pandore est ouverte, là, on ne pourra pas dire qu'on laisse ça de côté, comment l'intégrer, comme tu dis, là, de façon éclairée, là, dans son milieu? Est-ce qu'il y a un enjeu de cohésion là, à ce moment-là? Parce que ça peut devenir encore juste des initiatives individuelles de profs qui triplent là-dessus, puis les autres font en sorte que ça n'existe pas. Est-ce que tu sens, parce que tu as donné beaucoup d'ateliers, de conférences, des accompagnements dans des milieux, est-ce que tu sens qu'il y a un enjeu qui se pointe là, de cohésion d'équipe autour de cette intégration éclairée-là?
De cohésion d'équipe, oui. De cohésion au niveau de la province, oui. Moi, je te cacherai pas que ce que je vois venir et ce que je trouve dommageable, on a déjà un fossé numérique, puis j'ai l'impression qu'on est en train de l'empirer. Ouais. J'ai déjà eu des demandes là, dans le même mois là, d'une école qui voulait que j'aille faire une conférence pour leur dire comment empêcher l'IA, puis comment tout bloquer pour pas que les élèves puissent s'en servir. Puis la même semaine, j'avais une autre demande que c'était « Hey, nous, on a commencé à l'utiliser en classe, on va être sûr de bien le faire, peux-tu nous accompagner? » On est rendu à 2 endroits différents. Deux bouts du spectre. Oh oui, on était au debout, puis c'est normal que chaque réalité soit différente à des endroits, mais moi, j'ai peur que dans certaines régions, on y aille plus, on prenne le temps de bien le faire, mais qu'on s'en serve comme outil pour aller plus loin. Que dans d'autres endroits, dans d'autres écoles, tout est bloqué, on n'a pas le droit d'en parler, on veut pas aller là. Puis j'ai l'impression que ça va amener à un approfondissement du fossé numérique, que ce soit pour le personnel, qu'il y en a qui vont pouvoir utiliser, puis il y en a d'autres qui pourront pas l'utiliser, que par les élèves aussi. Puis c'est ça qu'on voit présentement, tu sais, on dit... Ah, les élèves, il y en a qui trichent avec l'IA. Bien, effectivement, il y en a qui, au lieu de faire leurs devoirs, ils le font faire par un IA, puis dans le fond, ils apprennent pas. Fait que l'IA, ça les nuit par rapport à ça. Puis il y en a d'autres qui s'en servent pour aller plus loin, qui s'en servent pour explorer des choses qu'ils n'auraient pas été capables de faire, que ce soit pour l'école ou pour des projets personnels, qui en font des usages créatifs, qui s'aident dans leur étude pour se déboguer à des moments où ils seraient pris. Fait qu'on en a qui l'utilisent super bien, ça les pousse plus loin. Puis il y en a d'autres qui s'en servent comme béquille. Fait que là, non seulement entre 2 élèves d'une même classe, on va avoir l'IA qui va venir rendre encore plus grand un fossé déjà existant, que d'une école à l'autre, puis d'un CSS à l'autre, d'une région à l'autre, c'est quelque chose qui va s'empirer aussi. Fait que je pense que c'est pour ça que c'est important qu'on aille de l'avant. Puis je dis pas d'aller à fond à caisse puis de penser à rien. Il faut bien le faire, mais il faut le faire. Oui, parce que c'est ça, parce que si on le voit d'une façon un peu plus macro, ce fossé-là peut effectivement s'empirer avec des milieux qui vont vraiment, là, on met la pédale au plancher, puis c'est tout à l'IA, voire peut-être même trop, hein, parce qu'on a entendu récemment des ateliers, des conférences qui posent la question, là, comme, oui, l'IA, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin partout et tout le temps? Alors que dans d'autres milieux, c'est non, nous, on va attendre que ce soit sécuritaire puis parfait avant d'agir. Oui, mais l'affaire, c'est que comme n'importe quoi dans la vie, là, c'est comme commencer un nouveau hobby. Là. Si tu attends d'être rendu parfait dans ton nouveau hobby avant de commencer ton nouveau hobby, tu n'y arriveras pas. Ouais. Non, mais il y a des personnes qui disent « Je vais commencer le dessin », puis ils font un premier dessin, puis ils se trouvent qu'il n'est pas bon, puis ils ne refait plus jamais de dessin. Je veux dire, si on veut arriver à un moment où est-ce qu'on a des bonnes pratiques, il faut les essayer, ces pratiques-là. Il faut essayer des choses. Fait que si on attend que ce soit parfait, on n'y arrivera pas. Maintenant, faut-il aller à fond la caisse? Non plus. Il faut prendre le temps de réfléchir. Mais si on attend avant d'avoir la première réflexion, bien, ça va prendre du temps avant qu'on y arrive. Là. Puis avec une technologie qui évolue aussi vite que l'intelligence artificielle, je veux dire, quand ChatGPT est sorti, là, on aurait pu dire, là, OK, on a le droit à ci, on n'a pas le droit à ça. Puis 2 ans plus tard, il y a des nouvelles fonctions qui sont apparues. À l'époque, tu ne pouvais pas discuter avec. Non. Maintenant, je pourrais sortir mon cell puis avoir une conversation. Puis peut-être que vous ne sauriez même pas que je suis en train de parler à un robot parce que la voix est rendue pratiquement similaire. Ouais, c'est sûr que si on avait fait nos règles novembre 2022 quand c'est sorti, il serait déjà rendu caduque. Fait qu'il faut qu'on se mette dans un mode de on n'aura jamais la solution parfaite. On n'aura jamais une solution qui va nous durer 12 ans. Mais à partir du moment qu'on a un écosystème de personnes qui réfléchissent activement sur la question, on va se faire une première base. Puis par la suite, on va mettre tout ça à jour. Parce que ça nous prend des enseignants qui réfléchissent à comment ça se fait dans la classe. Ça nous prend des conseillers pédagogiques qui sont capables de voir un peu plus macro. OK, tel prof a fait de quoi? C'est super intéressant. Comment est-ce qu'on peut amener ça dans d'autres milieux? Ça prend des directions qui y croient aussi par rapport à ça. Nous, on a été chanceux. Pratiquement tous nos cadres de notre CSS ont eu une formation sur l'intelligence artificielle et ça fait vraiment une grosse différence parce que là, on a tous les cadres qui savent c'est quoi, ils savent c'est quoi les pertinences, c'est quoi les questions à se poser. Bien, après ça, quand on a du personnel qui veut lancer, bien, eux, ils savent qu'il y a des choses super intéressantes qui peuvent se faire, qu'il faut réfléchir à des choses. Fait qu'ils sont capables de mettre les freins quand il faut mettre les freins au bon moment, pas tout le temps. Puis ils sont capables d'encourager les profs qui veulent aller. Donc, ça nous prend des directeurs qui sont là-dedans. Ça nous prend des directions des services pédagogiques qui ont une ouverture d'esprit là-dessus. Ça nous prend des chercheurs, puis des acteurs du ministère, des autres endroits. Mais on a besoin d'avoir un écosystème entier avec des personnes différentes qui, même si on y va pas, même si un prof n'utilise pas dans sa classe, il est capable d'y penser pareil. On est capable d'y réfléchir. Mais si on attend que la réflexion soit finie avant de la commencer, c'est ça. Oui, parce que ça prend un écosystème qui est dynamique, qui est agile, parce que tout ce que tu nous présentes, c'est de dire que des décisions qu'on va prendre ne peuvent pas être dire on va les bétonner pour les 5-10 prochaines années. Ça évolue vite.
ça demande de la souplesse. Effectivement, ça demande de la souplesse et c'est pas tout le monde qui a le temps de suivre la question. Là. Je veux dire, moi, c'est ma spécialité, l'intelligence artificielle. J'ai de la misère à rester à jour. Je veux dire, on peut pas s'attendre à ce que... Oui, je te jure. J'ai des fois, là, il faut quand même que je dise, OK, là, puis là, je prenne du temps, je m'assois, puis il faut que je fasse un effort actif. On peut pas demander à tout le monde. D'où l'importance d'avoir des CP, d'avoir des personnes comme toi, d'avoir un écosystème, d'avoir la COPS dans lequel on peut se former puis suivre des choses. Fait que ça, c'est super important. Mais tu sais, une autre situation que je vois quand on dit que ça va vite, un enseignant qui a essayé ChatGPT en janvier 2023. Là. Ça faisait 1 mois et demi, c'était sorti. Là. Moi, j'ai vu des profs qui ont, mettons, pris leurs travaux, ils ont mis dans ChatGPT, mettons, des profs au collégial, à l'universitaire ou même du secondaire 5, chimie physique. Là, tu prenais un numéro de physique, tu mettais ça dans ChatGPT, puis ils se trompaient. Ils mettaient pas les vecteurs aux bonnes places, ils faisaient des inversions dans les... Fait qu'il y a bien des profs qui se sont dit, ça y est, moi, mes travaux, il n'y a pas de problème, j'ai pas besoin de me poser de questions. Écoute, on est rendu avec des IA qui ont des niveaux de 3e cycle universitaire dans certains domaines, puis qui sont capables de, en mathématiques, en physique, en biologie, ChemGPT, là, qui est vraiment fait sur la chimie. Fait que c'est sûr que si toi, tu as gardé en tête le ChatGPT de 2022, début 2023, puis que tu n'es pas retourné une fois de temps en temps pour faire, moi, les fonctions de recherche avancées, là, c'est complètement fou. Là. L'autre jour, j'ai lancé une requête, là, ça m'a trouvé une 50aine de sources universitaires sur un sujet, ça les a résumées dans un objectif qui est orienté sur un but de développement professionnel qu'on avait à notre école. On se posait une question sur, bon, comment est-ce qu'on fait pour favoriser le taux de réussite de nos élèves immigrants, par exemple? Bien, moi, c'est aller voir plein de ressources qui s'intéressaient à la question, ça m'a fait un saut, puis ça nous a proposé des solutions. Est-ce que toutes les solutions étaient intéressantes? Non. Mais celles qu'on voulait aller, bien, au moins, on avait toutes nos sources, fait qu'on pouvait aller voir c'était quoi la recherche qui backait ça, puis là, on va pouvoir commencer à mettre des choses en place par rapport à ça, si on veut y aller avec ça. Mais c'est fou, ça nous a permis d'aller plus loin, mais avec des fonctions qu'on ne pouvait pas penser même il y a 6 mois, qui sont maintenant apparues, qu'on est capable d'utiliser pour aller plus loin. Puis qu'est-ce qui va apparaître d'autre dans 6 mois, on ne le sait pas. Là. Mais je trouve ça intéressant ce que tu apportes là, parce que c'est une découverte récente que j'ai faite aussi quand j'ai testé ces nouvelles fonctions toutes fraîches de recherche approfondie, parce que ça apporte vraiment une dimension qu'il y a 1 an, on se disait comme on a encore du temps parce que c'est imparfait, les résultats de recherche sont imparfaits, les sources des fois sont pas vraiment collées, c'est plus c'est un collage un peu simpliste, c'est pas directement ça. Là, on commence à être déjà ailleurs. Ça vient vraiment apporter cette nécessité dans nos milieux, dans nos écoles, dans nos centres de services, dans tout l'écosystème de l'éducation, d'une agilité, d'une adaptation, puis d'être, pour paraphraser mon ancien collègue Jacques Cool, être en mode bêta perpétuel. Oui. Puis ça, est-ce que tu commences à voir des exemples, toi, sur le terrain, dans des écoles, dans des milieux que tu as eu la chance d'intervenir, d'aller faire des ateliers, de dire comme, OK, eux autres, ils ont l'air d'être partis pour se mettre dans cette espèce de mode bêta, là. Oui, bien, je veux parler d'une première initiative qu'on a faite à notre école, puis après ça, je vais y aller avec d'autres. On a décidé de se partir un comité IA, 2 directeurs, 5 profs, puis on s'est rencontrés 6-7 fois dans l'année. Puis à chaque comité, ce qu'on fait, là, c'est qu'on prend tout. Il y a moi, mais il y a plein d'autres. Certains sont plus techno, d'autres sont moins techno. Puis on se dit, OK, qu'est-ce qu'on a essayé? Qu'est-ce qu'on a aimé? Qu'est-ce qu'on veut partager? Fait que là, on se partageait des affaires. Moi, des trucs que j'avais pas vus. Il y en a une autre qui a trouvé un truc pour les maths parce que c'est une prof de maths. Puis ça fait des petites vidéos récapitulatives pour les élèves. C'est super intéressant. MathGPT, ça s'appelle. Fait que là, on l'essaye ensemble. On trouve ça cool. Parfait. On partage ça aux autres enseignants de l'école. Puis comme on est des enseignants de tous les niveaux, on a un certain, j'ai juste reach en anglais, là, mais on est capable d'aller rejoindre des enseignants de partout dans l'école. Fait qu'on se partage des affaires. C'est pas parfait, mais encore une fois, si on attend d'avoir l'outil parfait, on y arrivera pas. Ouais. Fait qu'on essaie des affaires, on l'essaye, puis après ça, on lance ça dans l'école. Fait que ça, je pense que ça prend des initiatives comme ça. Il y a de plus en plus d'enseignants aussi qui ont des rôles de leader pédago-numérique ou des choses comme ça, qui essayent des choses, qui résolvent avec des autres, qui envoient ça, qui montrent ces outils-là à leurs collègues aussi. Mais c'est ça, faut être capable de se dire, OK, je l'ai essayé, ça marchait bien, je vais aller le montrer aux autres. Certains vont aimer, d'autres vont pas aimer, mais au moins, il y en a qui vont l'essayer. Puis là, je parle pas d'outils qu'on va mettre dans les mains des élèves, parce que ça, il faut prendre le temps d'y réfléchir un petit peu plus, j'ai l'impression. Il faut être encore en mode bêta perpétuel, mais bêta pensif, mettons. Tandis que, en prof, on peut essayer un petit peu plus de choses, sauf si on se retrouve dans le milieu qui envoie une consigne du genre « nous interdisons toutes les IA tout le temps ». Ça, c'est sûr que c'est un peu difficile d'être bêta quand tu n'as pas le droit. Puis,
comment on en arrive, parce que, tu sais, moi, c'est quelque chose que, s'il y a une continuité dans les discussions que j'ai eues à propos de l'IA, c'est qu'une des bonnes pratiques qui devrait être mise en place dans tous les milieux, c'est probablement ça, là. Ce comité de personnes qui ont le goût de tester des affaires, puis qui ont le goût de partager, ça semble être vraiment un élément commun. Chaque milieu devrait avoir ça. Mais ensuite, de ce que tu as vu, comment on réussit à, du moment où on a cette dynamique-là dans notre milieu, comment on arrive pour déployer ça à plus large échelle? Que ça ne devienne pas juste des initiatives qui sont réservées à on pourrait quasiment dire quelques geeks, mais que ça devienne vraiment comme on l'a testé, ça apporte les bénéfices recherchés, ou même dans le cas contraire, on l'a testé, ça apporte pas du tout les bénéfices recherchés, fait qu'on attend. Comment on en arrive à déployer ça comme plus loin, que ça devienne pas juste l'initiative de quelques-uns, mais une posture du milieu au complet, là? Oh, moi, je vais y aller avec une réponse en 5 lettres, le temps. Ouais. Nous, quand on a décidé de lancer ce comité-là, on en a parlé au printemps, puis ils ont mis dans les offres de comité. Tu sais, nous, chaque enseignant doit se prendre un comité dans l'école, là, puis on l'a mis là-dedans. Fait que les enseignants qui se sont embarqués là-dedans, ben, c'était leur comité. Tu sais, c'était pas quelque chose qui se rajoutait par la suite. Bon, il y en a certains que c'était un parmi plein d'autres comités, là. Mais parce qu'on a justement, on s'est dit qu'on allait prendre du temps pour faire ça, prendre du temps pour se rencontrer, être libéré si jamais il faut, parce qu'on veut faire une rencontre plus longue, avoir le temps d'y réfléchir. Puis c'est pas tout le monde sur le comité. T'sais, on est tous un peu techno, mais on n'est pas tous des cracks d'informatique, parce que si on était juste des cracks d'informatique à y réfléchir, on n'aurait pas la vue d'ensemble qu'on a besoin. Ouais. Fait que c'est pour ça que dans ces comités-là, c'est important qu'on aille chercher des personnes qui sont pas réfractaires parce qu'ils sont tout le temps réfractaires au changement, mais tu sais, quelqu'un qui baigne un peu moins là-dedans. Qui ont du doute. Qui ont du doute, une quantité raisonnable de doute, puis on échange avec eux, puis je pense que c'est avec ça qu'on est capable d'arriver avec une solution qui est plus winner, et que quand on va présenter au reste de l'école, ça va être winner. Tu sais, mettons, nous, on a fait une formation sur l'évaluation puis sur l'utilisation par le personnel. J'avais déjà bien du stock de monter, mais on a pris le temps en comité. Pourquoi? Parce que je voulais que les enseignants moins techno soient capables de me dire ça, ah oui, ça, attends, on n'est pas trop sûr de comprendre. Veux-tu donner un exemple de plus? Hein, t'as pas d'exemple en maths dans ta présentation, serais-tu capable de trouver quelque chose? Parce que moi, j'enseigne pas ça. Les maths, c'était un angle mort que j'avais. Mais il y avait une prof de maths sur le comité, elle m'a souligné ça, on a été capable de travailler quelque chose. Fait que ça prend de la diversité de cerveau sur ce genre de comité-là, sur ce genre d'initiative-là. On avait 2 directeurs aussi qui, eux, ont leur point de vue, ont leurs contraintes. C'est qu'on parle d'évaluation des apprentissages, puis qu'est-ce qu'on fait si un élève utilise l'IA quand il n'est pas supposé? Bien, à partir du moment qu'on est là-dedans puis qu'on est dans les sanctions, bien, il faut mettre les directeurs dans la boucle, parce que si jamais il faut qu'ils gèrent des parents, c'est eux qui vont les gérer. Bien, c'est important qu'ils soient là aussi autour de cette table-là. Fait que je pense que c'est vraiment, tantôt quand je disais, bien, tout l'écosystème à l'extérieur de l'école, même à l'intérieur de l'école, on a une grande diversité de personnel. Faut la mettre à profit pour être capable d'avancer là-dedans. Mais avant tout, je disais du temps, puis ça prend aussi un peu de leadership, autant de la direction que des personnes qui veulent s'impliquer là-dedans, parce que si on a des profs bien crinqués, mais que la direction n'y croit pas, on n'avancera plus pas. Si on a une direction qui y croit, mais l'équipe embarque pas, on ne sera pas plus avancé. Fait que c'est de se mettre tout le monde ensemble avec les enseignants qui ont plus d'expérience, qui ont moins d'expérience. Tu sais, combien des profs qui disent hey, « j'ai vu cet outil-là, c'est super intéressant », qui en parlent avec un enseignant qui est moins techno, qui a plus d'expérience, qui lui va avoir un point de vue différent aussi. On venait poser des questions sous un autre angle, peut-être. Oui. Oui, vraiment intéressant. Simon, c'est exactement ce genre de conversation, de pensée à voix haute ensemble que j'avais le goût d'avoir avec toi là-dessus. Puis les derniers éléments que tu mets l'emphase sur cette diversité de points de vue, d'angles, de rôles dans une école, dans un milieu, dans son centre de service, dans même l'écosystème au complet. Je pense que il y a quelque chose qui, dans notre discussion, devrait perdurer malgré les changements et les améliorations puis les nouvelles fonctions qui vont arriver de l'IA générative. Ce qu'on vient de se dire là, d'avoir ce groupe de personnes-là qui est là pour explorer, délibérer, partager avec les autres, ça va être encore vrai dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Oui, ça nous prend une école en mouvement. Oui. Parce que si on a une école qui stalle, au monde où la vitesse où le monde va présentement, c'est pas gagnant. On a besoin d'avoir une équipe qui avance pour qu'on ait une école qui avance. Et tout ça dans une posture qui se veut la plus en équilibre puis éclairée. Exactement. Je vais te poser une question. Quand tu as commencé à conduire, t'as-tu attendu d'être excellent puis d'être le meilleur chauffeur de la ville avant de prendre le volant?
Non, il a fallu faire étouffer l'auto manuel une couple de fois avant de pouvoir se rendre. Fait qu'il faut se donner donc aussi le droit à l'erreur. Il faut se donner le droit à l'erreur aussi. Il faut être empathique envers nous-mêmes, il faut être empathique envers notre milieu quand on va essayer des choses. Ce ne sera pas tout parfait. Puis des fois, il y a des frustrations. Des fois, on voudrait lancer des projets, puis là, on met des freins parce qu'on veut pas aller trop vite. Puis des fois, avec le recul, je me dis, OK, c'était une bonne idée qu'on prenne un peu plus notre temps là. Fait que des fois, de se donner cette permission-là, de dire ce sera pas parfait. Oups, on fait peut-être un petit pas de recul, mais c'est correct. On va en faire 3 autres pour avancer après. C'est ce genre d'attitude-là qu'on souhaite envers nos élèves. T'sais, on dit qu'il faut être bienveillant avec nos élèves. Ben, on peut être bienveillant envers nous puis le processus aussi. Puis ça devrait bien aller. Voilà de sages paroles. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation, Simon. Ça fait plaisir. On se reprend n'importe quand. À bientôt. Bye. Pourquoi devrais-je m'intéresser à l'IA générative? Je retiens 3 choses de cette discussion avec Simon. D'abord, le potentiel pédagogique est bien réel. Et bien qu'il y a eu des craintes initiales concernant la tricherie, les enseignants explorent de plus en plus son utilisation pour améliorer l'apprentissage. Ensuite, son évolution rapide et le développement des balises d'utilisation soulignent la nécessité de se tenir informé et préparé. Enfin, la collaboration interordre est cruciale pour assurer une intégration équitable et éviter d'aggraver le fossé numérique, garantissant ainsi que tous les élèves bénéficient de ces avancées. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite chaudement à inclure Simon Duguay dans votre veille pédago-numérique à propos de l'IA, afin de rester au fait des dernières avancées dans le domaine. Pour passer à l'action, je vous invite également à jeter un coup d'œil du côté de l'auto-formation Leadership IA, disponible à cadre21.org. Abonnez-vous à notre infolettre et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître nos nouveautés, dont les prochains épisodes du balado Mon DP continue. D'ici là, bon développement professionnel et à bientôt! Mon DP continue est membre de Balado Pédago, une communauté dynamique de professionnels de l'éducation qui partagent une vision commune. Transformer l'apprentissage et l'enseignement grâce à des échanges enrichissants et inspirants. Je vous invite donc à bonifier votre liste de lecture en explorant baladopédago.com afin de découvrir d'autres balados liés au monde de l'éducation.